Ah, ça rappelle des souvenirs. Pink Floyd. Le Covid-19 aura au moins fait le bonheur d'un secteur d'activité, le e-commerce ou commerce en ligne. En effet, les ventes en ligne ont augmenté de 8,5% l'an passé pour atteindre la somme de 112 milliards d'euros, avec une explosion des achats par Internet de produits alimentaires durant les périodes de confinement. La crise sanitaire a accéléré une mutation qui était déjà en cours, puisque ce type de commerce augmente année après année. Parmi les nouveaux convertis, 80% des personnes s'étant mises à faire leurs courses en ligne envisagent de continuer. Le commerce en ligne est devenu une habitude en 2020 pour 41,6 millions de Français, 1,5 million de plus qu'en 2019. Le confinement vous a-t-il fait passer au e-commerce? C'est notre grand débat et pour le moment, vous êtes 72% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et Twitter. Avec nous pour en débattre, François Monboise, président de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, qu'on connaît bien sur Sud Radio, puisque c'est un des débatteurs de l'émission de Valérie Expert de 10h45 à midi le matin. Bonsoir François Monboise. François Monboise, bienvenue sur Sud Radio. De tels chiffres doivent vous rendre heureux. Allô, François Monboise, vous m'entendez? On vous rappelle immédiatement, tiens, on va poser la question aux vraies voix. Est-ce que vous vous êtes mis au e-commerce avec les confinements? Tiens, Céline Pina. Non, au contraire même. J'ai arrêté j'avais Amazon comme beaucoup de monde. Non, parce que mon supermarché est pas très très loin. Je peux aller aux heures où il n'y a pas énormément de monde. Et surtout, pour moi, ce qui est essentiel, c'est ma librairie. Et ma librairie, je la lâcherai pour rien au monde. Donc non, au contraire, j'ai surinvesti les autres magasins. Mais je vis en province et je souffre quand même de la perte de toute la vie commerçante, mais qui avait déjà disparu bien avant le Covid. Philippe Bilger, vous, votre librairie, vous l'avez laissée depuis longtemps. Est-ce que vous allez laisser vos autres commerces pendant les confinements? Parce qu'il y en a eu deux quand même. Avant le confinement, j'étais déjà étranger au commerce. Je m'en occupais assez peu. Et avec le confinement, ça n'a pas amélioré les choses. Donc, j'ai continué parfois à commander des livres sur Amazon. Mais ça n'a pas changé mon incurie, mon abstention et mon incompétence dans ce domaine. Et vous, Abdoulaye Kanté? Moi déjà, juste avant le confinement, j'utilisais le e-commerce. Mais je pense aussi qu'il est après, évidemment, avec le confinement, il y avait des difficultés de déplacement, les gens étaient obligés de rester chez soi, donc je ne sais pas s'il y a une explosion, mais je pense qu'il y a peut-être eu une hausse très sensible qui a montré que les gens pouvaient commander, acheter par le e-commerce. Par contre, je pense qu'il reste quand même nécessaire que ce lien social qu'il y a entre l'acheteur et le vendeur, qu'il y ait encore cette espèce de lien essentiel, mais malheureusement, du fait de la pandémie que nous traversons, est très difficile, et du coup, ça laisse place à ce e-commerce qui est en train de, je pense, d'augmenter. Après, il faut voir les chiffres. On a retrouvé François Monboise, je rappelle qu'il est président de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, débatteur récurrent chez Valérie Expert. François Monboise, de tels chiffres doivent vous rendre heureux. Oui, ce qui s'est passé, c'est exactement ce que vient de dire votre intervenant, c'est que clairement pendant les deux vagues de fermeture de magasins, mars-avril, fermeture totale, et puis octobre, novembre, fermeture partielle, il y a eu des pics, parce que les gens, c'était pour beaucoup de produits, la seule façon d'acheter, c'était d'aller sur Internet. Donc c'est ce qui s'est passé. On avait sur le e-commerce, en fait, il y a une hausse régulière depuis une dizaine d'années. C'est en croissance de 12-15% par an régulièrement. Et là, boum, il y a eu deux marches très hautes. Une fin d'année à plus 40% pour certains sites. Alors justement, moi j'avais pas vu ces chiffres-là, parce que pour moi entre 2019 et 2020, la part du e-commerce était passée de 9,8 à 13,4, et depuis 2005, cette part n'augmentait que d'environ 1% par an, alors que cette année ça a été 3,6 points. Je voudrais vous poser une question: est-ce que demain on va acheter sa boîte de haricots verts ou son paquet de pâtes à distance? Non, mais ce qu'ont fait beaucoup de gens pendant le confinement et beaucoup plus qu'avant, c'est qu'ils ont commandé sur Internet les haricots verts, le paquet de pâtes, et puis ils sont allés les chercher à la sortie de l'hypermarché ou dans un entrepôt, parce que les gens ont hésité à aller dans des magasins pour... c'est des bons exemples, des produits qu'on ne goûte pas. Un paquet de pâtes, franchement, si vous connaissez votre marque, vous n'avez pas besoin de le toucher. C'est pas pareil pour de la viande, du poisson, des fruits. Non, mais vous voyez, pour le frais, les gens adorent aller au marché.
Parce qu'on touche, on choisit les produits, on discute, mais des paquets, ce que vous avez décrit, de la lessive, des choses comme ça, franchement, il n'y a pas de valeur ajoutée dans un magasin. Philippe Bilger, avec Pascal, vous faites les courses en ligne. Bon, je pense que c'est Pascal qui s'en occupe, vous connaissez. Voilà, mais j'aimerais demander à François Monboisse, est-ce que je ne fais pas partie de ces gens-là, mais est-ce que vous comprenez que certains, en utilisant peut-être à outrance d'Internet, ont une sorte de mauvaise conscience en n'allant pas dans les commerces traditionnels? Qu'en pensez-vous? Alors, c'est très intéressant votre question parce qu'on a vu dans les motivations des gens pour acheter chez leurs petits commerçants l'idée d'aider les commerces. On l'a vu beaucoup sur les restaurants où il y a beaucoup de gens qui ont utilisé les services à distance des restaurants. Il y a beaucoup de villes, à Paris ils l'ont fait, mais dans la ville où j'habite, dans les Hauts-de-Seine aussi, où sur les marchés, il y avait les restaurateurs qui prenaient des commandes, etc., pour aider les petits commerces à vivre. On avait fait un sondage il y a un an qui disait que 70% des gens voulaient que leurs petits commerçants puissent être sur Internet. Et il faut absolument qu'ils le soient. Moi, ça me frappe quand on va à Londres, toutes les boutiques à Londres, en bas à droite de la vitrine, vous avez l'adresse Internet de la boutique. Les Anglais sont vraiment en avance là-dessous. Il faut que les boutiques puissent permettre aux gens qui connaissent la boutique d'acheter le produit sur Internet. Céline Pina. En fait, moi, je suis assez choquée parce qu'il y a quand même une concurrence déloyale qui est réelle. C'est-à-dire que quand vous êtes un petit commerçant, déjà, vous avez un local, donc vous allez payer la location de ce local. Il va falloir le chauffer, il va falloir l'éclairer. Vous avez un stock, vous avez quand même énormément d'argent qui est immobilisé. Vous payez des impôts, même souvent un petit peu plus d'impôts que les autres parce que, par exemple, votre taxe d'ordures ménagères, comme vous avez beaucoup de cartons, elle est plus importante. Il y a des taxes particulières pour les commerçants. Or, dans le e-commerce, très souvent, un des problèmes, c'est où passe l'argent des impôts, qui paye des impôts, comment ça se passe. Donc, il y a peut-être déjà un premier souci qui fait que d'une part, le e-commerce a moins de charges et en plus beaucoup plus d'avantages. Et la deuxième chose, c'est que en fait, quand on va faire ses courses, on prend son paquet de lessive en même temps qu'on va choisir très souvent ses légumes, etc. Tout ça, ça se fait dans le même mouvement parce que les magasins sont regroupés. C'est une occasion de sortir, mais surtout, il y a des choses qu'il vaut mieux essayer. Les vêtements, par exemple. Moi, je suis une fille, je pourrais vous raconter des tonnes d'histoires de nanas qui se retrouvent avec des robes qui leur vont pas, qui se sont fait arnaquer, qui à la fin renoncent à se faire rembourser parce que c'est impossible. Vous savez jamais à qui vous achetez. Par exemple, Amazon ne produit pas ses produits eux-mêmes et donc des fois, vous pouvez vous trouver avec un incident. Et ben, il y a personne qui va réparer, vous rembourser, etc. C'est aussi un grand lieu d'escroquerie. Alors, juste pour Abdoulaye Kanté, après on fait répondre François Monboisse. C'est que je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, notamment au niveau du e-commerce, parce que oui, au tout début, quand les gens commandaient qui ne connaissaient pas, évidemment, il y avait beaucoup d'escroqueries ou des produits qui n'allaient pas. Et là, évidemment, il y a eu des garanties, des CEQ qui ont été mis en place justement pour essayer de pallier cela. Moi, je pense aussi, je pense qu'il serait peut-être nécessaire que les commerces, au vu de la situation sanitaire dans laquelle nous sommes, il faut maintenant changer cette manière de consommer. C'est difficile parce que ça, évidemment, ça casse un lien social, mais peut-être aussi que ces commerçants puissent essayer d'être dans cette concurrence qui est effectivement déloyale, parce que comme nous avons des mastodontes comme Amazon ou d'autres plateformes qui justement eux font ça, peut-être que s'y mettre et se dire que nous aussi on peut concurrer, mais il faut aussi peut-être un coup de pouce de l'État, un coup de pouce aussi de la société pour faire comprendre qu'on peut consommer aussi et on peut aussi faire vivre nos commerces malgré la situation. François Monboisse, pour répondre à Céline Pina et Abdoulaye Kanté. Oui, d'abord, chacun fait ce qu'il veut. Les gens achètent absolument où ils veulent. Ils sont libres d'acheter sur Internet ou pas, chez les marchands qui veulent. Sur ce que vous avez dit sur les impôts, tout le monde paye les impôts qu'il doit payer. Il y a des multinationales si. Non, il suffit de s'implanter dans certains pays et vous ne payez absolument pas les impôts que vous devez payer, alors que vous utilisez toutes les infrastructures. Normalement, pourquoi on paye des impôts? Parce qu'on utilise les routes, les trains, etc. Parce qu'on offre un employé, il s'installe beaucoup plus facilement dans un village où il y a un médecin, une école, etc. Donc, en fait, vous usez des infrastructures, mais très souvent, les impôts ne sont pas payés en France. C'est aussi une vérité. Ça concerne 2 ou 3 multinationales qui choisissent où mettre leur siège social, mais c'est la même chose pour Renault, Nissan, qui a mis son siège social en Hollande. Ah oui, mais ça me choque tout pareil. Oui, mais c'est légal. Ça, c'est parce qu'on a permis en Europe aux sociétés de s'établir où elles veulent pour payer moins d'impôts. Mais ça concerne uniquement les mastodontes.
Mais c'est quand même les plus gros. Combien temps, représente Amazon, par exemple, par rapport à la vente à distance en France? C'est à peu près 20%, on estime. À peu près 20%. À peu près 20%. Mais Cdiscount, ils payent les impôts en France, la Fnac paye les impôts en France, Darty aussi, etc. Donc, et tous les autres aussi. Et donc, ce que vous disiez sur les impôts que doivent payer les petits commerces, oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient absolument un accès à Internet, parce que c'est là que sont les clients. C'est ça, pour qu'ils essaient de sauver, qu'ils sauvent leur commerce. Voilà. Vous savez, quand il y aura des villes sans commerce, avec plus aucun ni poste, ni rien, quand vous allez voir qu'à ce moment-là, peut-être qu'on les pleurera, nos petits commerces physiques. Parce que derrière la disparition du commerce, c'est la désertification d'un certain nombre d'espaces, c'est la désocialisation d'un certain nombre de personnes. Je pense qu'on est en train de prendre une pente qui est dangereuse à terme. C'est l'alimentaire qui va rester, je pense, qui fera le cœur des villes de plus en plus. Vous savez, les magasins textiles indépendants, ils souffrent, ça c'est évident, mais ils souffrent parce qu'il y a des très grosses marques textiles qui ont des budgets publicitaires monstrueux, qui changent les devantures tous les 15 jours, et les indépendants ne peuvent pas suivre. Et ça, c'est indépendamment d'Internet, puisque ça a commencé avec Zara, par exemple, qui changeait H&M, Gap, tous ces monstres du textile qui changent les collections, qui font que les indépendants ont du mal à suivre, c'est vrai. Mais ce que vous dites sur les centres-villes, c'est vrai, il y a des changements dans les centres-villes, mais je pense que toutes les municipalités concentrent les centres-villes autour du marché alimentaire. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens aiment, auquel vont les gens, et ça marche très bien. C'est ça qui fait vivre le cœur des villes. Direction le 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Nous avons Melvin du Gard. Bonsoir Melvin. Bonsoir. Est-ce que vous avez fait comme les Français, nombre de Français, acheter plus sur Internet depuis les confinements? Alors moi pas du tout, au contraire, j'ai fait l'inverse. En fait, ça m'a éveillé ma conscience, on va dire, sociale ou professionnelle, on va dire. Parce que j'habite avec mes parents dans un petit village et on a essayé de faire vivre les commerçants. D'ailleurs, les commerçants avaient engagé plein de campagnes en fait pour montrer qu'ils étaient là, quoi. Et ça a plutôt bien marché dans mon village. Après, les problèmes du confinement, ça a été, comme je suis étudiant, ça a été l'accès aux livres en fait. Et on a été obligé de passer par des machins comme Amazon et ça c'était vraiment assez regrettable, quoi. Mais bon, on n'a pas pu faire autrement, quoi. C'est vrai qu'il y a une certaine égalité sur ce point de vue, quoi. Et vous habitez le Gard, vous habitez la grosse ville, Nîmes, ou un petit village? Un petit village à côté d'Alès. À côté d'Alès, donc pas à côté de Nîmes. Ah, où ça? Parce que vous avez une gardoise, Céline Pina. Et oui. Mais oui, je connais son père, Georges. Enchanté. Le monde est petit. François Monboisse, restez avec nous, Melvin du Gard. François Monboisse, le hasard fait bien les choses. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Melvin du Gard, que lui, ça l'a sensibilisé à la cause des commerçants? Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Je pense que les gens veulent défendre leurs commerçants et aider leurs commerçants. Et les pics qu'il y a eu sur le e-commerce cette année, c'était vraiment, comme ça a été dit, au moment où les magasins étaient fermés en totalité ou à moitié. Mais quand les magasins sont restés ouverts, les comportements n'ont pas changé. Philippe Bilger. François Monboisse, tout à l'heure vous avez évoqué la possibilité d'une complémentarité en suggérant aux commerçants de mettre une adresse internet. Est-ce que il y aurait de la part du e-commerce une attitude positive qui pourrait aller vers eux? Est-ce qu'on peut rêver d'un monde où il y aurait une totale alliance entre ces deux modes tout à fait estimables de commerce? C'est ce qui a été fait au moment de mars-avril, où avec le gouvernement, on avait vraiment aidé. Il y a eu un site dédié. Ouais, c'était bien. Le gouvernement, Madame Pannier-Runacher, a fait des efforts justement pour aider tous les commerçants à mettre un pas sur Internet. Alors, ils peuvent le faire soit en étant présents tout seul, mais il faut être quand même un petit peu gros, soit en étant présent. Il y a des municipalités qui regroupent les commerçants de la même rue ou du même quartier, parce que c'est la livraison le souci, soit en étant présent dans des gros sites comme Cdiscount, la Fnac ou Amazon ou eBay, etc. D'accord. Abdoulaye Kanté.
Je pense que bien dans le micro. Pardon, je me rapproche du micro et c'est dire que je pense que le e-commerce après c'est une alternative et encore une fois on est dans une période qui est assez inédite pour tous et que justement il faut savoir s'adapter pour pas perdre ce que l'on a. Je pense que les commerces aujourd'hui sont dans une des difficultés je pense qu'on n'a jamais connues et que pour les sauver, s'il faut passer par le e-commerce et essayer d'avoir une adresse internet pour peut-être essayer de vendre leur stock, pour qu'ils puissent vivre, parce que je ne pense pas que la PGE justement suffise à le prêt garanti pour l'État suffise à certains commerces. Donc s'il y a une alternative comme le e-commerce peut essayer de se substituer un petit peu à cela, je dis pourquoi pas. Mais effectivement, je pense que ce qui est important, c'est ce lien social qui est en train de disparaître et j'espère qu'il ne va pas disparaître parce que ce serait quand même, évidemment, comme l'a dit Céline, une perte dans certaines villes et ça, par contre, on n'y prend rien. François Monbois, le mot de la fin, c'est un peu le sens de l'histoire ? Il y a un mouvement dans tous les pays pour aller vers du e-commerce, oui, parce que c'est pratique, parce que les gens font ça quand ils peuvent, quand ils en ont envie, ils se font livrer. Vous savez, les difficultés d'accès à l'intérieur de certaines villes, ça aide le e-commerce. Il y a des villes où vous ne pouvez plus rentrer maintenant. Donc ce qui est lourd à porter, lourd à mettre dans le coffre, si on ne peut plus avoir de voiture, on ne va pas acheter un écran plat à pied. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, François Monbois, président de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Vous passez régulièrement chez Valérie Expert. Verdict sur Twitter, vous êtes 73% à n'être pas passé au e-commerce. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix. On se retrouve dans quelques instants pour le clin d'œil des VV avec Jean-Marie Bordry.